Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir une invitée spéciale venue exclusivement pour nous rencontrer. Bonjour Madame Sophie Scherer. Bonjour. Vous êtes auteure de littérature jeunesse et vous passez votre journée ici à au collège Jacques Majorel. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission de web radio. Merci pour votre invitation, je suis très honorée. Au sommaire, un portrait original de Sophie Scherer, puis plusieurs chroniques littérature et un débat animé par Lina. Pour bien s'amuser, il y a aussi des jeux et des devinettes. Pour commencer, Aya et Zainab vont nous proposer le portrait chinois de notre invité d'honneur. Bonjour Madame Scherer et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre portrait chinois. Commençons sans plus Merci. attendre. J'espère que je vais savoir répondre. Si vous étiez une couleur, laquelle seriez-vous ? Oh, je serais un ensemble de couleurs. Je crois que les couleurs, c'est beau quand ça se répond. Donc je serais du vert, du rouge, du jaune d'or et puis une couleur feuille d'automne. Voilà. Si vous étiez un animal. L'éléphant. Si vous étiez un aliment. Ah, pareil, un aliment avec plein de choses dedans. Bah tiens, un couscous parce qu'il y a vraiment tous les aliments de la terre qui se répondent et toutes les couleurs aussi. Si vous étiez une plante. Un arbre qui pousse très haut, peut-être un séquoia, et en plus son nom a toute une très belle histoire derrière lui. Donc un séquoia, c'est l'arbre le plus grand du monde, moi qui suis toute petite. Si vous étiez un personnage célèbre. Un personnage célèbre. Ça c'est. Oh, vous connaissez Snoopy ? Oui. Et ben j'aimerais bien être Snoopy. C'est mon grand maître de philosophie. Snoopy, chaque fois que je le lis, il m'apprend quelque chose sur la vie. Et il me fait rire en même temps. Si vous étiez une saison. Ah là, vraiment, je vais encore peut-être, j'espère que je vais pas vous décevoir, mais ce que j'aime dans les saisons, c'est qu'il y en a 4 et qu'elles sont très différentes. En tous les cas, dans mon pays, dans le coin où j'habite. Donc, si j'étais une saison, je serais une des 4 plus les 3 autres. Celle qui veut tout. Si vous étiez un sport. La marche. Si vous étiez un pays. Ah, le pays qui n'existe pas ou qui existe dans les imaginations, l'utopie. Si vous étiez une ville. Une vie ? Une ville. Une ville. Une ville de très très petite taille, avec énormément de jardins dedans. Une ville de la campagne, quoi. Si vous étiez un vêtement. Mais je dirais quand même, je rebondirais sur la ville Venise, parce que c'est une ville où j'aime bien aller, et qui est tellement originale. Elle n'a pas de voiture, pas de rue, c'est des canaux, de l'eau. Et si vous étiez un vêtement. Un vêtement. Une paire de bottes de 7 lieues pour vivre dans les contes et aller très loin. Grâce à vos réponses, on en connaît plus sur vous. Merci d'avoir participé à notre portrait chinois. À présent, Samy et Zainab vont nous présenter un des livres de Sophie Scherer intitulé « Le cadet de mes soucis » et vont nous expliquer ce qu'est la toxoplasmose, la maladie évoquée dans le roman. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un des livres qu'a écrit Madame Scherer qui s'intitule « Le cadet de mes soucis ». La maman d'une fille du nom d'Henriette a attrapé la toxoplasmose, une maladie qui peut atteindre les femmes enceintes. Mais la maman ne sait pas encore que 5 chatons abandonnés se trouvent dans son jardin et que sa fille a décidé de les adopter. Qu'arrivera-t-il si la maman découvre le secret d'Henriette ? J'ai beaucoup aimé ce livre car j'ai senti qu'il y avait énormément d'émotions dans l'histoire. De plus, le fait qu'Henriette s'attache au chaton m'a beaucoup touchée. Et maintenant, je passe la parole à Samy pour vous parler de la toxoplasmose. Merci Zeynep. La mère d'Henriette a attrapé la toxoplasmose. Mais qu'est-ce que la toxoplasmose ? Je vais vous expliquer. La toxoplasmose est une maladie qui provient essentiellement des animaux. Cette maladie est très rare. On peut être malade de la toxoplasmose sans le savoir. Cette maladie n'est pas mortelle, mais elle se traduit par un inconfort dans le ventre. Ce parasite est transmis par les oiseaux, les chats, les porcs, les chèvres, les moutons, les volailles et le bétail. Mais la plupart du temps, ce sont les chats qui transmettent ce microbe aux humains et aux autres animaux.
Ou bien on l'attrape en mangeant de la viande mal cuite, ou des fruits, ou des légumes mal lavés et nettoyés. Même si cette maladie n'est pas mortelle, elle peut détruire certaines cellules. Le bébé peut être déformé de la tête et peut avoir des malformations oculaires. Mais Madame Scherer, pourquoi Henriette va-t-elle accueillir les chats alors que celle-ci sait que sa mère ne doit pas avoir de contact avec les chats? Ce qui est plus fort que tout pour Henriette, c'est de sauver des vies. Elle voit que sa mère est obsédée par l'idée de sauver la vie de son enfant à naître, donc il sera le futur petit frère ou petite sœur, la future petite sœur d'Henriette. Mais Henriette, elle, pour l'instant, qu'est-ce qu'elle peut faire pour soigner sa mère? Rien du tout. Mais elle peut faire quelque chose pour soigner la vie autour, une autre vie, les autres vies. Et la vie d'un chat, pour elle, ce n'est pas inférieur à la vie d'un humain. Elle y met autant de cœur que si elle pouvait sauver son petit frère ou sa petite sœur. Et je pense même, c'est comme ça que j'ai voulu l'écrire, que Henriette a une sorte de croyance, de superstition, que si elle sauve la vie des chats, son petit frère ou sœur sera sauvé. Sa tâche à elle, son travail à elle, c'est de sauver une vie qui est à sa portée. C'est celle des chats. Et donc, elle fait sa part. Voilà, comme on dit, des colibris. Vous connaissez la légende des colibris. Hein, il y a la forêt est en feu et tous les animaux crient au secours. Et puis il y a un colibri, donc le plus petit oiseau du monde, qui prend dans son bec une goutte d'eau et qui la lâche sur le feu. Et puis quelqu'un se moque de lui, il dit mais colibri, tu es ridicule. Qu'est-ce que tu veux éteindre un incendie avec une goutte d'eau? C'est pas possible. Et le colibri répond, je sais, mais je fais ma part. Voilà. Merci. Nous en savons un peu plus sur la toxoplasmose et Samy et Zainab nous ont vraiment donné envie de découvrir ce roman. Maintenant, Isra, Sarah et Sophia vont proposer des devinettes à notre invité sur son livre Mathilde met son grain de sel. Bonjour, nous voulons présenter quelques charades sur le livre Mathilde met son grain de sel à Madame Scherer. Ces charades représentent des moments importants de l'histoire. Sans plus tarder, commençons. Je donne la parole à ma camarade Sophia qui va vous présenter la première charade. Mon premier est une matière à l'école. Mon deuxième est un synonyme de une personne. Mon tout est ce que Mathilde essaie de comprendre. Oh là là, une matière à l'école. Oh là là, je suis complètement perdue là. C'est dans Mathilde met son grain de sel, hein? Oui. Mathilde essaie de comprendre ce que c'est que l'argent, l'économie, tout ça. L'économie? Économie? Non. Finance? Je sais pas. Non, c'est faux, madame. La réponse est argent, parce que une matière à l'école, c'est l'art. Art. Ah, et les gens, oui. les gens synonymes d'être humain. Ah Oui. oui, mais mon Dieu. Maintenant, la deuxième charade, J'ai trop toujours hésité. par Sophia. Mon Vous êtes premier, très fort. mon premier est le contraire de nuit. Mon deuxième est la deuxième syllabe de banal. Mon tout est ce que vend Mathilde à 2 €. Journal. Oui, c'est ça. Un journal qui s'appelle Sous les sous, c'est ça? Oui. Et maintenant, la troisième charade faite par Sophia. Mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est les deux dernières syllabes de sentiment. Mon tout, c'est la chose que la classe de Mathilde a visitée. Un bâtiment. Ah, ça, Oui, ça c'est va mieux. juste. Suite à ces deux charades, laissons la parole à mon autre collègue Isra. Mon premier est la 10e lettre de l'alphabet. Mon deuxième est le 3e pronom personnel au féminin. Mon tout est le dernier mot du titre du livre. Celle. Oui, la bonne réponse. Poche, celui-là. 10e lettre de l'alphabet. A, B, C, D, E. Mon premier, À présent, la dernière charade présentée par Isra. mon premier est la première syllabe de pomponner. Mon deuxième est la deuxième syllabe de fripier. Mon tout aide les maisons brûlées. Pompier. Oui, bonne réponse. Merci pour Je me suis un votre petit peu attention. rattrapée quand même. Ça commence à bien m'amuser, tous ces jeux. Maintenant, nous allons découvrir un nouveau livre écrit par notre invitée Mathilde à la déchetterie que Edman et Alain ont adoré.
Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Mathilde à la déchetterie de Sophie Scherer. Ce livre est un petit roman de 80 pages publié par l'École des loisirs. Et maintenant, Ala va vous présenter le résumé de ce livre. Mathilde est une jeune fille qui a 7 ans avec plein d'ambition pour sauver la planète et de réduire les déchets dans le monde. Mathilde est une vraie intello. Le jour de son anniversaire, sa mère va l'emmener à la déchetterie avec sa meilleure copine et elle va adorer ça. Et un jour, elle aura une aventure extrême qui mettra l'amour entre elle et sa mère en péril. C'est vrai. Moi, j'ai aimé le livre car c'est un bon exemple pour les enfants qui gaspillent sans arrêt la nourriture et les objets non recyclables. Moi, j'ai aimé le livre car Mathilde veut changer le monde en arrêtant de polluer la nature. On a quelques questions à vous poser. Est-ce que cette histoire vous est déjà arrivée? Alors, cette histoire, vraiment, comme telle, intégralement, ne m'est pas arrivée, mais je me suis servi d'un épisode vécu pour démarrer l'histoire. Et c'était l'épisode de Mathilde, qui est le nom de ma fille aussi, donc c'était pas le personnage, mais ma fille dans la vie. Quand la nouvelle déchetterie a été inaugurée chez nous, au village, nous sommes allés ensemble jeter des vieilles choses. Et j'ai jeté des vieilles guirlandes de sapin de Noël et Mathilde a été descendre dans le bac d'objets jetés pour récupérer pour sa maison de poupée. Ça, c'est vrai. Et ça m'a donné l'idée d'un roman qui se passerait dans la déchetterie en partie. Voilà. Qui est Mathilde? Alors Mathilde, c'est un personnage de petite fille qui vit des aventures et qui est un petit peu mon porte-parole. Mais j'ai voulu l'appeler Mathilde alors que j'étais déjà maman d'une petite fille qui s'appelait Mathilde, qui était tellement petite qu'elle ne lisait pas encore. Et je me posais la question, je me disais, est-ce que ma fille, quand elle sera grande, aimera lire? Et est-ce qu'elle sera fière de sa mère qui écrit des livres? Est-ce qu'elle n'aura pas honte? Est-ce qu'elle sera pas indifférente à tout ça? J'aimerais qu'elle aime lire. Et je vais lui faire un petit clin d'œil pour plus tard, quand elle saura lire, qu'elle sache que j'ai pensé à elle. Je vais appeler le personnage de son prénom. Voilà. Je ne vais pas lui voler sa vie, je ne vais pas raconter indiscrètement des choses qu'elle a faites elle, dans les livres de Mathilde. Surtout qu'à l'époque, je ne pensais pas que ce serait une série, mais voilà, j'ai simplement envie de lui dire ta mère a pensé à toi. Voilà. Est-ce que Mathilde est une fille unique? Oui, Mathilde est une fille unique, à tous les sens du terme. Pourquoi avez-vous choisi un collier et pas un autre bijou? Alors là, j'ai pas de réponse précise et convaincante à vous faire parce que peut-être qu'un collier, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Vous allez me dire une bague aussi, mais je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Mathilde est-elle vraiment une intello dans la réalité? Une intello? Ah, moi je crois que tous les enfants sont des intellos. Alors, il y en a qui vont mal le prendre peut-être, mais pour moi, intello, c'est l'abréviation d'un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à comprendre. Il cherche à comprendre tout. Comment ça marche un micro, comment on écrit un livre, comment ne pas gaspiller de la nourriture. Quelqu'un qui cherche tout le temps à faire travailler son cerveau. Mais ça, les enfants le font tout le temps, tous. Donc voilà, oui, c'est une intello. Et fière de l'être. Et il n'y a pas de honte, au contraire. Merci à vous et merci à Madame Sophie Scherer. À présent, nous allons débattre sur un sujet, ou plutôt un objet, qui fait plus ou moins partie de notre quotidien. J'ai nommé la télévision. Ce débat est animé par Lina, Camille, Ahmed, Ala et Sarah vont donner leur avis et argumenter sur ce sujet. Bonjour à tous. Comme l'a dit Zainab, nous allons débattre sur la télévision. Pour commencer, ceux qui débattront se divisent en deux équipes. Camille et Ahmed, qui sont pour le fait d'avoir une télévision chez soi, et Sarah et Ala, qui eux sont contre. Nous accueillons aussi une invitée spéciale, Sophie Scherer, qui a justement écrit un livre sur ce thème, intitulé La santé sans télé, et qui va également donner son avis. Bonjour madame, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre école. Alors vous êtes plutôt pour ou contre avoir une télé chez soi? Moi, je suis pour la liberté. Alors, ça veut dire que ceux qui ont envie d'avoir une télé chez eux et qui en font bon usage, je suis pour qu'ils soient libres de le faire. Mais ceux qui ne veulent pas en avoir, je voudrais qu'ils soient libres de choisir la vie sans la télé et de ne pas passer pour des fous ou des abrutis aux yeux des autres. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Moi, je n'ai pas la télé et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de la regarder. Je fais trop d'autres choses. Voilà. Mais de temps en temps, quand il y a une bonne émission de télé qui me plaît,
qu'est-ce que je fais? Je vais chez des amis qui ont la télé et je leur propose qu'on passe la soirée ensemble. Je prépare un bon plat, on le partage et ensuite on regarde la télé ensemble et on en discute. C'est ma façon très plaisante de regarder la télé. Voilà. Très bien. Moi, personnellement, je suis pour. Ainsi, nous pouvons commencer. Première question. Pensez-vous que la télévision est dangereuse? Camille. Pour moi, je crois pas que la télévision est très dangereuse, car il y a plein de choses très intéressantes et très intéressantes. Voilà. Et toi, Ahmed? Moi, en certains cas, parce que grâce à la télé, on peut savoir des informations qu'on ne peut pas savoir sans la télé. Voilà. Et toi, Sarah? Pour moi, la télévision, on peut faire des maladies graves, des maladies très graves. Mais dans la télé, il n'y a pas que les informations, il y a aussi des séries qui peut-être sont pas pour notre âge et tout. Et toi, là? Moi, je pense que la télé est dangereuse quand on la regarde en grande quantité et qu'on est à côté d'elle. Et vous, madame, quel est votre avis? Alors, mon avis, c'est l'avis d'un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec les mots. Alors, le mot information, là, que vous avez prononcé, moi, j'ai été curieuse de savoir ce qu'il voulait dire vraiment. Et information, si vous le décortiquez, si vous prenez son étymologie, c'est-à-dire son sens premier, son origine, ça veut dire qu'il donne une forme, une beauté à l'intérieur. C'est ça, une information. C'est un mot qu'on utilise en science aussi. Alors moi, j'avoue que certaines informations me donnent pas du tout une beauté intérieure. Elles me rendent pessimiste, elles me font du souci, elles me donnent envie de pleurer, les catastrophes, les guerres, les massacres et tout ça. Moi, ça ne me donne pas une paix intérieure à laquelle j'aspire. Alors les informations, je trouve que les enfants devraient en être protégés. Maintenant, la télévision, oui, vous avez raison, les pro-télévisions, elle nous apprend plein de choses, elle nous amuse, elle nous distrait, elle nous élève d'une certaine façon. Mais je pense qu'elle est faite pour devenir comme une drogue un peu. C'est-à-dire captiver les enfants et les retenir devant les écrans de façon excessive. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs je le cite dans le livre, un producteur d'émissions de télévision pour enfants qui disait « Pour moi, les émissions de télévision pour enfants ne servent qu'à une chose, maintenir les enfants immobiles devant les publicités. Et entre les pubs, on leur met des dessins animés et des histoires qui les amusent. Mais le seul but de certains producteurs d'émissions pour enfants, c'est de vous vendre des objets dont vous n'avez pas besoin. De vous vendre des nourritures qui ne sont pas très bonnes pour vous. Ils sont très cyniques. Moi, je n'aime pas les adultes cyniques, mais il faut reconnaître qu'ils existent. Donc, méfiance. Soyez informés pour le coup de ce que c'est que la télé. Qui la fabrique et dans quel but. Merci, madame. Alors, la deuxième question. Que pensez-vous que le monde serait sans télé? Sarah. Le monde sans télé, le monde sans télé, je sais pas. Mais si on enlève un moment la télé, après ça sera une habitude de vivre sans télé. Il y a par exemple, il y a des personnes qui vivent sans télé et c'est très bien comme ça. Après, ça dépend des personnes. Allah? Moi, je pense que sans la télé, ce serait pas une catastrophe, car ce qu'on retient de la télé, c'est les informations, et les informations sont dans la radio. Ah, très juste. Camille? Moi je dis là, sans télé, c'est que la moitié du monde ne saura pas ce qui se passe dans le monde. Même s'il y a la radio, même s'il y a dans la radio, on saura pas, on décrira pas trop bien. On saura pas comment ça se fait. Ahmed? Moi aussi, je sais pas, mais il y a des. Si on n'avait pas la télé, ça serait mieux. Ça serait pas mieux parce que si on avait la télé, il y aurait des informations. Et comme l'a dit elle, même s'il y avait la radio, moi je préfère la regarder avec des images. Et ce qui serait bien, c'est que même si on n'avait pas la télé, j'avais vu dans des informations que la télé c'est comme la cigarette, quand on fume ça
ça perd 7 minutes de sa vie. J'aimerais rebondir dessus. Moi, je pense surtout que le monde sans télé, ça changerait pas grand-chose, vu que maintenant il y a les ordinateurs, il y a les téléphones, et donc il y aura soit des replays, soit des directs. Donc on pourrait savoir même avec des images ce qui se passe dans le monde. Et vous, votre avis, madame? Eh ben, merci de me donner la parole. J'ai justement sorti de mon dossier là un article que j'ai découpé dans un journal auquel je suis abonnée. Il s'appelle Courrier International. C'est un journal, un magazine hebdomadaire, donc qui paraît chaque semaine et qui a une particularité, c'est de traduire en français des articles du monde entier. Et c'est très intéressant. Ça prend un temps fou de le lire. J'ai jamais le temps de le lire en entier. Mais quand quelque chose m'intéresse, je le découpe et je l'annote. Et là, j'étais en train de lire cet article et je me suis dit, tiens, j'en parlerai à des élèves au Maroc. Parce que cet article dit que les neuroscientifiques, donc des savants qui étudient le cerveau humain, ont découvert que, en faisant des expériences sur différents humains, plus on parle de langues différentes, mais en meilleure santé on se porte tout au long de la vie. Et par exemple, on attrape moins la maladie d'Alzheimer, on attrape moins les démences séniles quand on est très vieux. Et donc, je sais qu'ici vous êtes plurilingue, hein. Et donc, le titre de l'article, c'est pas la santé sans télé, c'est le multilinguisme, c'est la santé. Donc, vous qui savez bien ce que c'est que de parler plusieurs langues, cette info-là, est-ce que vous l'avez entendue à la télé? Eh ben moi non plus, mais je l'ai trouvée dans un journal. Et faites attention, hein, je vous ai entendu dire la télé c'est pour s'informer, mais il y a aussi d'autres sources d'information. Les livres, ce sont des moyens de s'informer. Sur un sujet bien précis, on peut lire un livre et on en apprendra plus en quelques centaines de pages qu'en des milliers d'heures de télévision. Mais c'est complémentaire en fait. La télé existe, on ne va pas la désinventer. On ne va pas la supprimer, elle existe, donc il faut faire avec. L'essentiel c'est d'essayer de faire des meilleures émissions que celles qui existent encore. Et un jour, j'étais dans un pays d'Afrique, c'était l'Angola, dans une école où on avait demandé aux enfants « Qu'est-ce que vous feriez si la télé n'existait pas ?» Et dans la tête du maître d'école, les enfants allaient répondre des activités différentes de regarder la télé. Et il y avait un garçon, celui-là je m'en souviens, il a répondu « Si la télé n'existait pas, je l'inventerais. » Je trouve ça formidable. C'est un très bon avis, madame. Merci à tous. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la télévision, c'est parfois utile, mais qu'il ne faut pas en abuser non plus. Donc ne restez pas scotchés 24 heures sur 24 dessus et sortez profiter du bon temps. Surtout que les vacances d'été approchent et que vous aurez plein d'occasions pour. Sur ce, le débat s'achève ici. Merci à tous les participants de s'être joints à ce débat et merci à vous, madame, d'avoir accepté de répondre aux questions. Mais merci de m'avoir donné la parole. C'est vraiment un luxe. Merci. Eh oui, il faut faire attention à pas passer beaucoup de temps devant la télé. Moi, personnellement, j'ai lu ce livre et j'ai adoré la façon dont le voisin de Mathilde a prétendu que la télé lui avait fait du mal. Qui est Françoise Dolto? C'est ce qu'Ali nous explique car il a lu le livre Madolto de Sophie Scherer. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qu'a écrit Madame Scherer, qui est aujourd'hui notre invitée. Bonjour Madame Scherer. Bonjour. Donc, c'est un livre qui parle de psychanalyse. Qu'est-ce que la psychanalyse? C'est ce que nous allons voir. La psychanalyse, donc Françoise Dolto est une psychanalyste reconnue en France, qui a beaucoup apporté à la psychanalyse des enfants, car elle s'intéressait beaucoup aux enfants. Notamment à l'image inconsciente du corps qu'elle fera partager au reste du monde dans une émission de radio. Françoise Dolto a travaillé à la polyclinique Ney suite à la demande de Jenny Aubry, qui est un grand médecin, neuropsychiatre, psychiatre et psychanalyste. Françoise Dolto travaillait en cabinet avec des adultes, mais cela ne l'empêchait pas d'être en institution avec des enfants. Maintenant, j'aimerais aussi vous présenter vous dire les apports de Madame Dolto à la psychanalyse. Donc, Françoise Dolto, qui est une fervente militante de la psychanalyse des enfants, a dit que tout est langage, geste, regard, et qu'il ne faut jamais mentir à un enfant, car l'inconscient connaît toujours la vérité. Maintenant, j'aimerais poser une question à Madame Scherer. Si vous en aviez eu l'occasion, seriez-vous devenue psychanalyste?
Alors, peut-être ça regarde pas les auditeurs, mais je suis très contente de vous avoir gracié. Ça valait le coup. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Mais... si j'avais eu l'occasion de devenir psychanalyste, vous savez, c'est pas une occasion qui tombe comme ça. On le désire, on le souhaite et on étudie dans ce sens. J'y ai pensé. À un moment, tout à l'heure, je faisais allusion à un épisode qui m'est arrivé pendant l'écriture d'un livre, et j'ai souvent des doutes en fait. J'ai tout le temps des doutes sur ce que je fais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est important? Est-ce que je pourrais pas mieux faire? Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent? Et régulièrement, ça revient me tenter de mettre ma vie au service des enfants en écrivant moins et peut-être en étant plus en leur présence et peut-être en les aidant par la psychanalyse. Et puis régulièrement, je me dis non, allez, ton truc c'est d'écrire des livres. Mais ça revient tout le temps me hanter et quand je rencontre un enfant qui souffre dans son âme, dans son psychisme, je suis attentive, j'ai envie de l'aider par tous les moyens. Alors c'est vrai que peut-être que je finirai par franchir le pas et étudier. Mais j'ai suivi moi-même une psychanalyse et donc j'en suis sortie avec la certitude que c'était une expérience, une aventure humaine incomparable. Donc je souhaite à tout le monde qui se pose des questions sur sa vie d'avoir l'occasion d'éprouver les bienfaits de la psychanalyse. Mais il faut tomber sur quelqu'un de bien et pas un charlatan, parce qu'il y a des charlatans. Hein. Voilà. Mais je rencontre beaucoup d'enfants qui souffrent, qui sont empêchés de s'épanouir et j'aimerais que la société les aide plus et qu'il y ait plus de psychanalyse d'enfants et que les parents surtout ne croient pas que quand un enfant a besoin d'une psychanalyse c'est parce qu'il est fou. Ben non, c'est souvent parce qu'il est très sage, au contraire. Sage au sens la grande sagesse, quoi, pas immobile, les mains sur la table. Maintenant, j'aimerais poser une seconde question à notre cher convié. Pourquoi avoir choisi Françoise Dolto parmi tous les psychanalystes du monde? Ah, elle m'est très chère particulièrement pour son grand souci et son grand respect des enfants, bien sûr. Il y a des psychanalystes célèbres et très peu nombreux sont ceux qui ont voué leur vie à la défense et au service des enfants. Elle en fait partie et ça a été la pionnière. Donc c'est pour cette raison que je l'ai choisie et pour aucune autre. Et pour finir, j'aimerais vous faire part d'une petite parenthèse sur la vie de Françoise Dolto. Françoise Dolto, en 1942, épouse Boris Ivanovitch Dolto, un kinésithérapeute qui a apporté beaucoup à la kinésithérapie en France et qui a notamment fait construire une école de podologie et l'école d'orthopédie et de massage. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Ah, les devinettes ne finissent jamais, car maintenant Rita Tifnouti et Rita Yassine, on propose sur l'huile d'olive ne meurt jamais. L'huile d'olive ne meurt jamais. Bonjour Madame Sophie Scherer. Bonjour. Ma camarade et moi-même faisons un sujet sur l'huile d'olive ne meurt jamais. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce livre, voici un résumé. Cette histoire se déroule en Italie et parle du baronne qui vit en Sicile et qui a 40 hectares d'oliviers et refuse de les céder à la mafia. Par amour pour Caroline, Olivier part en Italie grâce au voyage gagné par son père et Olivier a un rendez-vous avec la vieille dame pour qu'elle lui donne une bouteille d'huile d'olive. Olivier, qui ne savait pas rebelle, va troubler l'ordre établi par la mafia. Que va-t-il se passer? Nous allons vous proposer des devinettes sur votre livre qui s'intitule « L'huile d'olive ne meurt jamais ». Première devinette. Delphina monte le son de la radio. Peine perdue, l'interview s'est interrompue sur cette phrase. Quel acteur italien célèbre parlait? Alors, j'allais vous dire, vous savez, hein, ce livre, je l'ai écrit il y a 16 ans. Je l'ai écrit il y a 17 ans, il est paru il y a 16 ans. Donc c'est très ancien quand même, vous étiez même pas né. Mais je me souviens très bien, c'est Roberto Benigni. Bonne réponse. Deuxième devinette. Il isole la vieille dame de son pays, interdit que l'on travaille pour elle. La baronne refuse de leur céder ses 40 hectares. De qui s'agit-il? Le nom de la baronne? Oui. La baronne? Non? Non. Ah, la mafia, c'est la mafia. Oui, bonne réponse. Troisième devinette. Je peux même vous dire le nom de la famille, c'est les Mamoletti. Ça, je l'ai pas mis dans le livre, mais je me souviens de leur nom. Troisième devinette. Elle veut que son mari arrête de travailler pour la Cosa Nostra. Qui est-ce?
Alors que je confonde pas les deux femmes là qui sont amies. C'est pas Delphina, c'est l'autre. Bonne réponse. C'est Delphina? Oui. Ah bah j'allais dire que c'est l'autre. Non? C'est Delphina? Oui. La femme de Sergio? Et son ami s'appelle comment alors? Ah, il y a un trou. Bon, peu importe. Quatrième devinette. Toute l'Italie part subitement le deuil d'un génie du nord. Ginette. Pardon, excusez-moi. Quatrième devinette. Toute l'Italie porte subitement le deuil d'un génie du nord au sud depuis la cuissarde jusqu'au talon. Qui est-ce? Le maestro, c'est Federico Fellini. Bonne réponse. Cinquième devinette. Delphina trouve que Roberto Benigni a un sosie mais en beaucoup moins drôle. Qui est-ce? Son mari, Sergio. Bonne réponse. Sixième devinette. Il a gagné un voyage en Sicile et pour sa bien-aimée, il part chez la baronne et lui demande de lui donner une bouteille d'huile d'olive. Qui est-ce? Ah ben c'est Olivier, c'est le héros du livre. Bonne réponse. Bravo les filles, vos devinettes étaient astucieuses. Maintenant, Rally Roundi va nous présenter L'Ogre Maigre et l'Enfant Fou, bien sûr écrit par notre invité d'honneur. Bonjour Madame Scherer. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis à propos de votre livre L'Ogre Maigre et l'Enfant Fou. Mais pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu, je vous fais un résumé. Dans les premiers temps, les ogres chassaient les enfants pour les dévorer. Mais un jour, comme tous les autres, un ogre malin eut l'idée de ne pas manger les enfants et de les capturer, de leur donner à manger pour les conserver pour plus tard. Il les laissa traîner dans des endroits clôturés où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Plus ces jours passaient, plus les peuples des ogres commençaient à pratiquer la même idée que l'ogre maigre avait eue. Mais un jour, tous les ogres décidèrent d'emmener les enfants dans des dortoirs et de les gaver de produits industriels et de farine mystérieuse. Quelques heures après, les enfants devinrent malades d'une maladie se nommant l'enfant fou. Je vous laisse le suspense en ne vous racontant que les débuts de l'histoire. Voici mon idée. J'ai aimé le livre de Madame Scherer car il y a eu beaucoup de tendresse entre Sylvain et l'ogre maigre. Et la fin est très touchante. Voici des questions pour vous. De quelle maladie vous vous êtes inspiré pour la maladie de l'enfant fou? Je ne sais pas, j'espère que vous en avez entendu parler ici et que c'était pas trop difficile. En même temps, j'espérerais que vous n'en ayez pas du tout entendu parler, comme ça vous en seriez protégé. Mais c'est la maladie de la vache folle. Est-ce qu'elle a sévi ici au Maroc? Non? Elle a fait des ravages? Non? Madame, moi j'ai vu sur internet, j'ai vu la vache folle, sauf que j'ai pas réussi à, j'étais pas trop curieux à cliquer sur. Cette maladie, en fait, elle devrait s'appeler l'éleveur fou et pas la vache folle, parce que elle a été causée aux vaches parce que on leur avait donné en fait des nourritures qui n'étaient pas du tout pour elles. Les vaches sont des herbivores et on leur avait donné autre chose que de l'herbe. On leur avait donné en fait des cadavres de vaches en poudre. C'est comme si vous, à la cantine, on vous servait de l'enfant en poudre. Voilà. Vous tomberiez malade et vous seriez même horrifié parce que l'être se révulse à cette idée. Hein. Eh bien, les vaches sont comme nous. Elles ont une âme et elles savent qu'elles ne sont pas faites pour manger leurs semblables. Elles sont faites pour manger de l'herbe fraîche. Merci madame pour votre compréhension. Désolée pour cette mauvaise nouvelle, mais... Non, c'est pas grave. Merci à notre chroniqueur. La vraie couleur de la vanille? Bizarre comme titre pour un roman. Mais de quoi parle ce livre écrit par Madame Scherer? Mais n'ayez crainte, car Nadine et Yasmine vont nous le présenter. Bonjour madame. Bonjour. Alors on va commencer par le résumé de l'histoire. Ce livre est inspiré d'une histoire vraie qui parle d'un jeune garçon du nom d'Edmond d'Albius, qui est noir, donc considéré comme un esclave. Il fut accueilli par le botaniste Féréol Bélier-Beaumont. Il lui apprit tous les noms des espèces de plantes. Et à l'âge de 12 ans, il découvrit une façon de féconder la vanille. Que va-t-il arriver à ce jeune esclave? Et maintenant, on va passer aux avis personnels. Pour moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, car ça prouve que l'intelligence d'un jeune esclave peut dépasser celle des plus grands scientifiques. Et il y a un passage qui m'a touché qui dit que la vanille est connue sous sa couleur blanche, alors que ses graines sont noires. Et pour moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, car ça m'a beaucoup touché comment le botaniste explique à Edmond comment féconder les plantes. Et maintenant, passons aux questions. Quel est le racisme pour vous? Une ignorance.
un défaut, c'est-à-dire au sens de manque. C'est un manque de connaissances, un manque de curiosité et d'ouverture. Vous cultivez un jardin ici? Oui, à la maternelle. Alors, tout le monde en profite, hein. Vous passez devant, vous voyez tout pousser, des légumes, peut-être des fruits, des fleurs, des plantes, des arbres. Est-ce que vous aimeriez autant ce jardin s'il ne contenait qu'une espèce? Non. C'est une question, hein. Réfléchis, pour donner le temps d'y réfléchir. Est-ce que le monde serait ce qu'il est si tout le monde était avait le même visage? Je crois que le racisme, en fait, je disais que c'est une ignorance. Il y a un autre mot qui désigne en français le racisme, c'est la xénophobie. C'est-à-dire, on croit que ça veut dire la haine de l'étranger. Mais la xénophobie, le sens étymologique du terme, en grec, ça signifie la peur de l'étranger. Et il faut reconnaître que nous avons tous, tôt ou tard, un peu peur. Je vous regarde parce que tout à l'heure, on avait peur l'une de l'autre. C'était pas du racisme, mais c'était de la peur légitime. Et voilà. Et si j'avais été noire, vous seriez dit peut-être, moi j'ai peur des noirs. Or vous avez juste peur de moi. Et réciproquement. Donc c'est en parlant, c'est en faisant connaissance, c'est en vivant un petit peu intensément les uns avec les autres, c'est en connaissant les coutumes différentes, le langage différent, qu'on peut résorber le racisme. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps de connaître quelqu'un que de passer à côté et de l'ignorer. Alors on a le choix. On a le choix dès la naissance. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On passe à côté des autres en les ignorant et en ayant peur, ou bien on va vers eux et on fait connaissance? Je préfère faire connaissance avec les autres. J'ai toujours dit à ma fille, là je m'implique personnellement, c'est plus l'auteur qui parle, c'est la maman, je l'ai élevée parce que moi j'avais souffert d'être une enfant timide. Et de temps en temps j'ai des regains de timidité qui reviennent me surprendre. Hein. C'est pour ça le trac. Mais j'ai toujours dit à ma fille, va parler aux inconnus. Va vers les inconnus, va saluer, va sourire aux inconnus, parce que sinon, ça ne deviendra jamais des connus. Voilà, elle l'a mis en application, elle s'en est bien portée. Et quel est le passage qui vous a touché? C'est le dernier chapitre. Je crois que j'ai écrit tout ce livre qui est tragique, qui est douloureux, qui est plein de souffrance en fait. Je l'ai écrit pour cette fin qui s'envole en fait vers un apaisement qui nous dit que la mort est dépassée par l'éternité. C'est ma croyance et j'essaie de la partager humblement, hein, sans l'imposer à personne. Mais j'ai écrit ce livre aussi pour que Edmond n'ait pas la fin aussi misérable qu'il a eue, mais une fin pleine d'espérance. Il est devenu physiquement, il est devenu aussi desséché et comment dire, et maigre qu'une gousse de vanille, épuisé, mais son âme, elle est partie dans l'éternité. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps après sa mort, bientôt 150 ans après sa mort, voilà que nous reparlons de lui et qu'il est comme vivant. Il est présent parmi nous. Oh, il n'est pas là. Hein, ça, c'est les pouvoirs d'imagination et de la littérature et de la parole. Merci d'avoir répondu à nos questions. On espère vous revoir bientôt. Ah, mais tout à l'heure, si vous voulez. C'était très intéressant. Venez tous au CDI pour emprunter ce roman. Dommage que notre émission se termine à présent. Je tiens à remercier tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Merci à Madame Maz et Madame Breton. Bravo à nos techniciens. Et encore mille merci à notre invitée spéciale, Madame Sophie Scherer, d'être venue nous voir et d'avoir accepté de participer à notre émission de web radio. Et je voudrais aussi remercier Zainab qui est la présentatrice de l'émission.